retenir de cette semaine politique en France? Le feuilleton caténins qui continue. Une autre gauche est-elle possible avec Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie? Elle veut y croire. Plus à droite, Édouard Philippe creuse son sillon. Et enfin, l'extrême droite se réjouit, peut-être un peu tôt, de l'arrivée au pouvoir annoncée de Giorgia Meloni en Italie. Bonjour Richard Verly. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors toujours correspondant à Paris de Blick.ch. On va commencer avec l'Italie, évidemment, et la victoire donc annoncée de la coalition des droites en Italie. Alors le Rassemblement national s'en réjouit et veut y voir un signe pour 2027, à tort ou à raison? A raison si elle l'emporte. Il est clair que ce sera plutôt une bonne nouvelle pour le camp souverainiste, nationaliste et populiste en Europe. Parce que l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro, c'est un pays fondateur de l'Union européenne. Et si le vent de la rébellion anti-Bruxelles souffle du côté de Rome, bien évidemment, Marine Le Pen et tous ceux qui sont dans ce camp-là vont se réjouir. Après, attention, parce que d'abord, il semble que la participation soit peut-être plus élevée aujourd'hui qu'on ne l'avait anticipé en Italie. Donc peut-être que les anti-Mélanie sont allés voter davantage. Et la grande différence, et c'est ce que ne dit pas le Rassemblement national, c'est qu'en Italie, vous ne gouvernez jamais tout seul. Ce sont des gouvernements de coalition. Et reste à voir comment Giorgia Meloni va bâtir sa coalition. Et surtout si la droite traditionnelle, celle de Berlusconi, va tout accepter de sa part, ou est-ce qu'au contraire, il va jouer Berlusconi sa propre partition. Mais effectivement, je m'avance en disant que la victoire est annoncée, c'est-à-dire qu'elle est favorite dans les sondages. Et on verra tard ce soir si effectivement c'est à tort ou à raison. Alors, c'est vrai que Ursula von der Leyen s'est exprimée, elle a mis en garde contre une victoire possible de Giorgia Meloni. Elle a eu raison ou elle a eu tort? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que c'était assez inélégant parce qu'en plus, la présidente de la Commission européenne l'a fait depuis les États-Unis, depuis l'université de Princeton où elle se trouvait. Elle a en fait pas mis en garde les électeurs, elle a simplement fait un rappel à l'ordre, si l'on peut dire. Elle a dit, n'oubliez pas que nous avons à la Commission européenne des instruments pour défendre l'état de droit et un certain nombre de règles européennes qui sont déjà mises en cause par la Hongrie. Alors, le concert général est de dire qu'elle a eu tort. Je n'en suis pas si sûr parce que certes, c'est choquant, mais c'est une manière aussi de rappeler à la fois aux électeurs italiens, mais aussi aux partenaires potentiels de Giorgia Meloni, et là on se tourne à nouveau vers Berlusconi, attention, ne validez pas n'importe quelle coalition, n'importe quel programme, parce que si vous venez avec ce programme et qu'il n'est pas jouable du côté de la Commission européenne, vous aurez de sérieux problèmes, ce qui est vrai. Giorgia Meloni, si effectivement elle arrive au pouvoir, est-ce qu'elle ira plutôt vers Marine Le Pen, le Rassemblement national, ou plutôt vers Reconquête, puisqu'on rappelle que quand même Marion Maréchal est mariée avec un député européen de son parti, Fratelli d'Italia? Écoutez, je crois que la tendance naturelle de Giorgia Meloni, c'est quand même plutôt d'aller vers Marine Le Pen, c'est-à-dire d'aller vers la force politique nationale populiste représentée en force au Parlement français. Son intérêt n'est pas d'aller courtiser Éric Zemmour qui n'est pas au Parlement. Peut-être qu'au niveau des idées, elle est éventuellement plus proche d'Éric Zemmour, mais si vous regardez le cheminement de Giorgia Meloni, la manière dont elle est devenue très pragmatique durant la campagne électorale, elle aussi a joué un peu à l'assistante sociale en chef comme Marine Le Pen en parlant beaucoup de pouvoir d'achat, c'est plutôt là, à mon avis, que la convergence va se faire, mais en sachant que Giorgia Meloni est assez anti-française. Elle n'a pas, enfin, anti-française, le mot est peut-être fort. Pourtant, elle parle français. Elle a même fait une vidéo en français, notamment, pour rassurer, entre guillemets, ceux qui s'inquiétaient de la voir accéder au pouvoir. Oui, mais Paris n'est sans doute pas son allié naturel. Ce n'est pas plus la Hongrie. Alors, elle va chercher du côté de la Hongrie, mais on ne peut pas vraiment dire que la Hongrie puisse être un allié potentiel pour un pays comme l'Italie. Je crois plutôt qu'elle va chercher à trianguler au maximum, c'est-à-dire à avoir le soutien d'autres pays. Elle ne veut pas se retrouver en frontal avec Paris. À mon avis, ça, elle va tenter de l'éviter. Elle n'a pas de bonne relation avec Emmanuel Macron, alors que son adversaire de gauche, de centre-gauche, Enrico Letta, lui, est francophile avéré et il a, je dirais, ses entrées à l'Élysée. Donc nous suivrons avec attention donc ce scrutin. Une image maintenant, l'image de la semaine peut-être, c'était mardi, la conférence de presse sur l'affaire caténins, donc une conférence de presse donnée par LFI, un malaise assez palpable. Il a aussi été question des tweets de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il y a eu un flottement quand ce thème-là a été abordé. Est-ce que on va réagir sur cette conférence de presse? Peut-être un mot, vous l'avez suivi? Oui, j'ai suivi la conférence de presse. Écoutez, la France Insoumise est maintenant dans la position de l'arroseur arrosé, comme on a dit. C'est-à-dire, ils ont fait la leçon sur le thème de l'exemplarité du personnel politique, notamment sur ces sujets de violences faites aux femmes, et c'est absolument normal de réclamer l'exemplarité. Sauf que là, ils ont un pépin parce qu'un de leurs cadres, voire peut-être le principal espoir politique de ce camp, eh bien, se retrouve pris dans une affaire. Et Jean-Luc Mélenchon donc s'est expliqué, c'était hier soir sur France 2, on l'écoute.
Je mets tout le monde au pied du mur. Nous serons tous d'accord pour dire une chose. Dans même pas un mois arrive notre amendement. 1 milliard contre les violences conjugales, oui ou non? Est-ce que ce pays... Je dis 1 milliard parce que c'est les associations. S'il fallait 2 milliards, ça serait 2 milliards. Si c'était 3, parce que c'est pas acceptable. La dévastation dans le privé par des violences de la vie des gens et des femmes, il y en a une qui meurt tous les 3 jours, me dit-on, sous les coups de son compagnon. Aucun d'entre nous n'approuve ça. Mais s'il fallait mettre sur le même plan ces violences, et ce qui s'est passé dans l'affaire de Caténins et de son épouse, parce que vous n'en connaissez que la moitié, eh bien... Si on fait ça, il n'y a plus de gradation. Si on met tous les crimes au même niveau, alors c'est fou. Où va-t-on comme ça? Je n'ai rien dit d'autre que ça. Mais je vous le redis, j'accepte et votre critique et votre condamnation. Je vous demande d'accepter mes raisons. C'est on les entend. Pas de transfert sans l'accord de la femme. Et quand la femme dit « foutez-moi la paix », eh bien, c'est pas à vous de juger si vous allez parler à sa place. Donc voilà, encore une fois, j'accepte tout le reste. Mais passez-moi ça, plus 1 milliard. Richard Verly, est-ce que cette affaire fragilise Jean-Luc Mélenchon ? En tout cas, dans l'opinion publique, elle démontre une fois de plus que, d'abord, c'est un chef de clan. C'est un chef de parti, mais au-delà, un chef de clan. Adrien Quatennens était quand même, en quelque sorte, et est toujours, presque son héritier politique. C'est un de ses favoris au sein de la France insoumise. Et donc, quand le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon, quand il a renouvelé sa confiance à Adrien Quatennens après la révélation de la gifle qu'il a apparemment donnée à son épouse, c'était très imprudent de sa part, et il l'a sans doute fait par solidarité personnelle. Donc oui, ça le met en difficulté, parce qu'il est comme ça, Jean-Luc Mélenchon. Après, dans ce qu'il dit, moi, bien sûr, je ne commenterai pas ce qu'il dit sur le thème de la gradation. Par contre, je pense qu'il y a un problème médiatique en France sur ce sujet précis, sur cette affaire. Oui, vous avez signé un édito en disant qu'il y avait un lynchage médiatique, n'est-ce pas, un peu fort? Parce que c'est quand même, les violences conjugales, c'est quand même un thème national, un combat national. Écoutez, c'est un combat national, mais je pense que, alors que la presse doit absolument tout révéler dès lors qu'elle a des informations, là, elle en avait, sur une violence qui a été infligée à une femme par un élu. Après, entretenir le feuilleton, aller aussi écouter Sandrine Rousseau qui parle de ce qui se passe du côté de Julien Bayou, un autre député qui s'est aussi mis en retrait du groupe écologiste. Moi, ce qui me pose problème, c'est le feuilleton autour de ça. J'ai quand même l'impression que les médias entretiennent ce feuilleton-là. La réalité, c'est qu'il y a un jeune couple, parce que ce sont des jeunes. Adrien Quatennens, il a 31 ans, qui est en difficulté. C'est quelqu'un qui a eu un comportement absolument répréhensible, mais son épouse a été déposée une main courante à la police. C'est de la police que viennent toutes les informations. Attention. Et ensuite, une fois de plus, laissons la justice, ou bien au sein du parti écologiste, la cellule d'alerte, faire son travail. Vous vous rendez compte si aujourd'hui, toute femme qui porte plainte pour violence conjugale se trouve immédiatement, si tant est que son époux est une personnalité publique, que tout ça est étalé dans la presse, là, il n'a pas tort, Jean-Luc Mélenchon. À mon avis, il faut quand même que les médias réfléchissent. Et est-ce que la NUP peut en faire les frais, surtout qu'une autre gauche veut se mettre en place? Aujourd'hui, la présidente socialiste de la région Occitanie, donc Carole Delga, a tenu un rassemblement de la gauche avec des poids lourds du socialiste. Est-ce qu'elle peut s'en nourrir? Je crois qu'elle va pas le faire. Et elle aura raison de ne pas le faire, parce qu'elle sait très bien, elle comme les autres, que toutes les attaques personnelles contre Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, finalement, n'ont pas porté. Jean-Luc Mélenchon a quand même souvent eu des comportements problématiques, à plein d'égards, y compris, vous vous souvenez, vis-à-vis des policiers, quand ils avaient tenté une perquisition, etc. 2018, ouais. Ça lui a toujours plutôt profité électoralement, parce que ça lui permet de se présenter comme une victime. Il attire toute la lumière. Donc je ne crois pas qu'ils vont aller, les socialistes, disons, non mélenchonistes, je ne crois pas qu'ils vont aller sur ce terrain-là. Eux, leur terrain, c'est de dire c'est la social-démocratie, c'est de dire Jean-Luc Mélenchon a des options politiques qui ne nous conviennent pas, voire qui trahissent les engagements de la social-démocratie, notamment vis-à-vis de l'Europe. C'est le combat de Carole Delga, c'est le combat de quelqu'un comme Bernard Cazeneuve. Je les vois plutôt rester sur ce terrain politique-là que d'aller chercher des noises personnelles à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'ils sont audibles ? Écoutez, pas sur le terrain de Jean-Luc Mélenchon, attention, est-ce qu'ils sont audibles aujourd'hui avec les idées qu'ils avancent? Écoutez, je pense qu'ils sont audibles, mais ils sont audibles d'un électorat qui pour l'instant n'existe plus. C'est la grande difficulté. Donc ils sont audibles, oui, mais cet électorat, quelque part, il a déjà choisi le camp d'Emmanuel Macron, quasiment. C'est-à-dire les électeurs qui pensent comme eux, plutôt, disons, de centre-gauche, eh bien, par réalisme, ils sont déjà allés du côté d'Emmanuel Macron. Donc, pour ce camp-là, pour le camp de Carole Delga, c'est très compliqué, même si, rappelons-le, un certain nombre de régions sont dirigées
par des socialistes et plutôt des socialistes proches, je dirais, du camp de Carole Delga. Nous allons maintenant parler des partenaires d'Emmanuel Macron, donc Édouard Philippe, François Bayrou. Hier, ils étaient ensemble aux journées parlementaires du MoDem et ils ont affiché leur nouvelle entente. On va le voir, on le voit sur ces images et on va écouter Édouard Philippe. Dans le moment où nous sommes confrontés à de telles difficultés, je pense que notre objectif, celui qui nous réunit, celui sur lequel nous pouvons partager, celui sur lequel nous pouvons construire, c'est au fond l'objectif même de ces deux souverains de la Renaissance, fonder la nouvelle puissance française et réconcilier les Français. La puissance, ce n'est pas quelque chose d'hégémonique, c'est quelque chose qui sert à faire prévaloir ses intérêts et à être à la hauteur face aux enjeux du monde. Fonder et refonder les éléments de la puissance française et réconcilier les Françaises et les Français avec eux-mêmes d'une certaine façon et d'une certaine façon peut-être aussi avec la France. Voilà, Édouard Philippe qui était il y a une semaine, je crois, avec Elisabeth Borne. Là, il s'affiche avec François Bayrou. Il joue à quoi ? Il joue à se positionner, à se trouver un rôle, sachant que lui, tout comme François Bayrou, malgré l'âge de Bayrou qui a 71 ans je crois, tous regardent vers 2027. C'est un peu la tragédie de ce quinquennat. C'est qu'alors qu'il vient à peine de commencer, dans la tête de beaucoup de responsables politiques, on parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, eh bien ce mandat d'Emmanuel Macron est déjà terminé, tout se profile pour la suite. Édouard Philippe, bien évidemment, il a un rôle très important, mais quand même. Être celui qui dit et qui veut réconcilier les Français alors qu'il était au pouvoir lors de la crise des Gilets jaunes et que celle-ci a largement été initiée par ses décisions sur les taxes du carburant et par les fameux 80 km/h, j'ai de la peine personnellement à l'imaginer en grand réconciliateur. Bayrou est plus crédible, me semble-t-il, dans ce rôle-là. Oui, surtout qu'il a mis en garde contre un passage en force de la réforme des retraites. Est-ce que ça va être le dossier chaud, le dossier brûlant d'Emmanuel Macron et pourquoi il veut à ce point le mettre en place, quitte à aller plus vite que la musique, selon certains? Alors d'abord, on ne sait pas s'il va aller plus vite que la musique et on va voir comment le gouvernement s'y prend. D'abord, je crois que chez Emmanuel Macron, il y a une conviction. Il y a une conviction qu'il doit laisser derrière lui un bilan, un héritage de réforme pour la France et il pense, à juste titre si on regarde les études économiques, qu'il faut faire cette réforme des retraites, qu'il faut supprimer les régimes spéciaux, qu'il faut unifier tout cela et qu'il faut que les Français travaillent davantage. Ça, je crois qu'Emmanuel Macron le pense et donc il veut cette réforme. Par ailleurs, cette réforme, elle est populaire au sein de son électorat, ou en tout cas son électorat l'accepte, et elle est plutôt populaire dans l'électorat conservateur, dont il a besoin pour d'autres dossiers. Donc il y a un mélange de convictions, de calculs politiques. Maintenant, s'il passe en force, et là François Bayrou a raison, c'est prendre un énorme risque, et c'est en quelque sorte discréditer cette réforme, parce que c'est une réforme qui est un vrai débat sociétal. Donc s'il le fait, ça prouvera qu'il est vraiment prêt à tout et qu'il est plus joueur de poker que jamais. On en reparlera évidemment. Merci Richard Verly d'avoir participé à ce dimanche politique.